Bonjour les amis, c'est Oli le Belge et Gilles, comme d'habitude. Alors, on me pose souvent la question, tiens Oli, machin, comment tu choisis les motos, pourquoi on aimerait bien que tu essayes celle-ci, on aimerait bien que tu essayes celle-là. Je n'ai pas toujours l'occasion de demander ce que je veux. Mais ça fait 2 ans que Gilles me supplie de faire des sportives. Et nous y sommes arrivés. Ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Nous avons droit à 2 méga sportives. Alors, Gilles. Je tiens juste à préciser une chose, les sportives n'ont plus du tout de succès parce qu'on estime que ce sont des motos qui ne sont plus capables de rouler au quotidien, de par leur position et aussi par leur puissance, qu'on estime trop extrême. Alors maintenant, aujourd'hui, moi, comme on fait des essais routiers, pas des essais, on ne fait pas du wheeling, on ne fait pas du stoppie, on ne fait pas du circuit, des choses ainsi. J'ai testé 2 sportifs pour vous sur la route et Oli m'a tout simplement engueulé parce que il n'a plus l'habitude de cette position à crapoter. Donc il faut tous les matins travailler un petit peu. Alors on commence par laquelle, Gilles? Écoute, la on va grosse passer bleue ou la grosse blanche? Non, on va commencer par la grosse bleue. La grosse bleue. Donc on va commencer par celle de gauche, la mythique Yamaha R1. Cette moto qui est là à partir, je pense, de 2024 ne sera peut-être plus disponible au catalogue parce que oui, Yamaha va rejoindre Suzuki ainsi que d'autres constructeurs en ne produisant plus d'hypersportifs pour rouler sur la route. Pourquoi? Parce que les ventes ont tout simplement chuté et que c'est des motos un petit peu trop extrêmes. Donc oui, donc vous pourrez l'acheter pour la piste. Par contre, pour la route, je pense qu'il faudra vous contenter en fait des stocks qui restera et puis après, il n'y en aura plus. Maintenant, de nouveau, ça reste entre guillemets. Alors, Gilles, si je peux me permettre, tu nous avais parlé d'un fameux concept avec tous des chiffres. C'est quoi la R1? Alors la R1, c'est toujours le chiffre mythique des 200 chevaux pour 200 kg. Alors il faut savoir que ce n'est plus vraiment réel parce que en fait cette moto, en 2020, si je ne dis pas de bêtises, à cause des normes Euro 5, elle a pris 2 kg de plus à cause en fait de tout son système de pot catalytique qui se trouve en dessous. Donc en fait en renforçant les normes Euro, en fait cette moto a pris 2 kg. Donc elle n'est plus en fait sous cette barre des 1,1, donc 200 chevaux pour 200 kg. Alors, juste pour vous présenter un petit peu cette moto, il faut savoir que très souvent on parle de la puissance en chevaux. Mais il faut savoir que pour aller chercher cette puissance en chevaux, il faut aller chercher très haut dans les tours. Donc cette moto, quand on regarde son tableau de bord, qui est assez minimaliste, donc on retrouve un tableau de bord très simple, vitesse, rapport engagé, contour et ensuite les informations de conduite ainsi que les modes de puissance. Et en fait on voit qu'en fait le régime maximum va quasiment jusqu'à 14 000 tours minute, soit 13 500 tours minute. Alors pour pouvoir aller chercher cette puissance, en fait il y a le couple aussi qu'on a tendance à ne pas prendre en compte et le couple il arrive très tard. Il arrive à partir de 11 000 tours minute. Alors il faut savoir que tous les pilotes en piste qui roulent avec ce genre de machine roulent à minimum 10 000 tours minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 tours minute. Donc en dessous de ça, en fait les moteurs sont trop creux. Et c'est ce petit avantage qu'il y avait par rapport aux anciennes sportives. Les anciennes sportives avaient un couple qui était disponible beaucoup plus tôt, vers les 8500 tours minute. Donc, à la tournée de la poignée de gaz, ça envoyait du lourd. Alors oui, je suis triste de le dire, mais ces motos sont tout à fait gérables sur la route. Alors on va peut-être passer à la seconde parce que après je vais revenir sur les caractères moteurs des 2 motos, parce qu'on est sur 2 motos forcément 4 cylindres, mais elles n'ont pas du tout le même comportement en ville. Et oui, j'ai roulé en ville et Sarah en est témoin. Allez, je dirais. Alors, pour la deuxième, on vous a sorti du lourd. Mais attends, avant de faire découvrir la deuxième, rappelons que Gilles, pendant des années, vraiment en daily, a roulé en CBR 1000R. RR. Voilà, une CBR 1000 RR de 2009. Et lors de nos premiers essais, lors de longues journées, on faisait 300-400 bornes sur la journée. Même plus. J'ai toujours été épaté qu'ils tiennent la journée avec cette position horrible, cette position compliquée, tout au long de la journée. Donc lui a un petit peu plus l'habitude que moi. Je dois dire que moi, je subis un peu sa bécane. Voilà, passons sur la seconde. Ouais, on va passer sur la seconde parce que sinon on ne va jamais vous la présenter. Juste en face, on vous a pris en fait une moto qui est hyper connue. Sarah, je vais te demander d'aller du beau côté de la moto, s'il te plaît. Donc juste en face, nous avons la mythique S1000RR qui a été complètement remaniée en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2021, en fait, on a la M1000RR qui est apparue. Et de manière assez comique, c'est que quand on voit cette S1000RR telle qu'elle est configurée là, en fait, si vous retournez voir la moto en 2021, la M1000RR en fait possédait déjà ses ailerons mais qui étaient faits de carbone. Ici, on voit qu'on est toujours sur du carbone.
mais sauf que c'est du carbone qui est peint. On retrouve une face avant qui est complètement liftée. Je la présente plus spécialement parce que cette moto est vraiment réputée dans le monde, je vais dire, des sportives. Pourquoi? Parce que la S1000RR est l'une des motos qui étaient les plus, entre guillemets, les plus confortables sur la route. Donc ça veut dire que les versions précédentes à celle-ci étaient considérées comme les sportives les plus faciles pour rouler sur la route au niveau du confort, au niveau de la position assise. Je vais vous montrer la position assise après. De nouveau, même concept, c'est une machine qui fait 210 chevaux, qui prend 314 km/h en vitesse de pointe, qui est limitée bien sûr à 300 km/h vu les bridages et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut savoir que de nouveau, 4 cylindres classiques, donc avec un énorme creux dans les bas régimes, donc entre le régime de ralenti et les, on va dire les 6000 premiers tours minutes, on peut se permettre allègrement de tourner la poignée de gaz sans avoir une moto qui s'envole. Après 6000 tours minutes, par contre, vous ne répondez plus de rien parce que là, effectivement, vous êtes en excès de vitesse. Mais sinon, en termes de position, je vais vous montrer cette position. Alors, les nouvelles hyper sportives sont beaucoup plus hautes que les anciennes. Pourquoi? De nouveau, pour la prise d'angle, pour avoir une prise d'angle maximum. Alors ici, on est vraiment assis dans la moto. Je reprends le terme que Oli utilise, puisqu'on voit vraiment que le réservoir monte haut. On voit que vraiment, je suis dans un creux et que je sais vraiment bien me caler dans le fond de ma selle pour absorber l'accélération, et que pour les freinages, je peux m'appuyer un petit peu sur le réservoir allègrement. Bon, normalement ça se fait pas, mais voilà. Au niveau de la position des jambes, je vous avoue, ici on est sur un pack M complet, donc en fait vous voyez que les repose-pieds, ce sont des repose-pieds qui sont entièrement réglables, tous les leviers sont réglables, on a les jantes en carbone, on a toutes des choses comme ça. Donc on a vraiment une moto qui est hyper complète, et de plus, en dehors d'un réglage qui est ici pour la précharge, où il est marqué préload ici, voilà, sur ce côté-ci, de l'autre côté on voit qu'en fait on est sur une suspension adaptative. Donc en fait cette moto est complètement guidée par électronique. Donc en fait juste en actionnant la clé de contact, je vais retirer ceci, on retrouve le tableau de bord qu'on retrouve sur la plupart des BMW actuels, avec son fameux mode sport. Et dans les différents menus, alors ça c'est la petite spécialité sur cette moto, on a la possibilité de connecter un GPS, d'avoir la musique, d'avoir le téléphone, et dans les réglages on peut retrouver tout un tas de réglages pour les véhicules. Alors ici on a toujours cette fameuse molette chez BMW, et donc ici on a dans les différents modes de conduite, on a un mode pluie, un mode road, un mode dynamique, un mode race, un mode race pro 2, race pro 3, et ensuite pouvoir configurer. Donc tous ces modes sont des modes personnalisables qui vous permettra d'aller sur circuit mais aussi de rouler sur route. Ce qui fait de cette moto une moto hyper complète, puisque de l'autre côté on a un cruise control. De l'autre côté, si on retraverse, pour les personnes âgées comme moi, voilà, on a des poignées chauffantes, et surtout le fait que cette moto est hyper instinctive, puisqu'il vous suffira simplement d'actionner le bouton mode qui est du côté droite du commodo, et vous pourrez changer les modes dans lesquels vous êtes, contrairement à la R1 où c'est un petit peu plus compliqué. Allez, cette fois-ci, je vais passer à la position de la deuxième. Comme je vous disais, il y a une suspension adaptative. Par contre, pas la possibilité de surbaisser la moto. Alors notre amie Sarah est montée dessus, pas en tant que passagère, elle a voulu s'asseoir dessus pour essayer de redresser la moto. Elle a eu beaucoup plus difficile à redresser celle-ci que la R1. Au niveau de la R1, je suis toujours assis dans la moto, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir une position un petit peu plus radicale parce que je suis un peu plus sur l'avant. Les repose-pieds sont un petit peu plus remontés, et là on voit que je suis un peu plus dans la bulle. Donc je profite un petit peu plus du profil aérodynamique. Par contre, j'avoue que pour rouler en ville, le souci du crossplane, c'est qu'on a un moteur qui cogne assez fort dans les très bas régimes, et on a une moto qui est très nerveuse, donc plus difficile à gérer au quotidien pour celui qui n'aurait pas l'habitude. Une position un petit peu plus radicale, donc qui fait souffrir un petit peu plus les poignets et les avant-bras. et attention, le crossplane, c'est ouïe ouïe ouïe, Et surtout, il chauffe. ça chauffe Ouais. terriblement. Voilà. Au niveau de la consommation des motos, alors de manière assez étonnante, en roulant raisonnablement, la S1000RR a fait une consommation d'environ 6 litres 3 annoncés, et la R1 on est à peu près à 7 litres 4 de consommation moyenne. Donc voilà. Alors forcément ce sont des motos qui sont faites aussi pour des passagers. Nous n'avons pas reçu la selle de la S1000RR, nous avons reçu la selle de la R1. Sarah s'est installée dessus, et je vous avoue que si vous prenez un passager, en dehors de ses genoux, c'est tout ce que vous verrez, parce que les genoux sont vraiment à la hauteur des rétroviseurs, et donc oui.
Ah, ça sent que Sarah va monter derrière pour montrer un petit peu. Allez, Parce que oui, Oui. pour le fun, allez, C'est une vidéo fun. Je reprends. Oui, tout à fait. C'est une vidéo fun dans le sens où effectivement, comme à l'instar de la dernière fois, c'est de nouveau confiture au cochon. Vous savez que j'aime Voilà. bien le Alors, concept. il est clair que cette vidéo est là pour le fun. On vous présente les motos, même si on sait qu'elles ne feront pas spécialement beaucoup de... Ça va aller, Sarah? Oui, on est dessus. Non mais là c'est bon. Hein. Ouais. Allez, voilà. Allez, les mains sur le réservoir pour montrer. Voilà. Bon, comme c'est Mimi. Donc voilà, donc là, si Oli se rapproche, en fait, il peut regarder dans le rétro, si tu veux me passer même la caméra. Mais tu mets la caméra dans l'axe de mon bras, je pense que, oui, on verra la caméra et en fait, on voit le genou de Sarah. Il est où le jeu? Il est derrière ma main. Oui, voilà, il est derrière ta main. Il est Donc derrière en ma fait, main. je vois son genou, donc en fait, je ne vois pas du tout ce qui se passe derrière. Sur la S1000 RR, je ne pourrais pas vous dire puisque, voilà, elle a envie de descendre. Je vais la laisser descendre. Tu peux descendre. Et alors, ce que je voulais dire aussi, donc, et comme vous le savez, donc, on a vraiment, donc Gilles a été bossé à Bruxelles avec les deux bécanes. Donc, il a eu l'occasion de voir un peu ce que ça donnait. Et là, nous, on est du côté du barrage de l'Odeur, vous le voyez. Et c'est vrai que j'ai roulé avec les deux motos, donc vraiment, oui, j'ai l'habitude de rouler à moto. Non, je n'ai pas l'habitude de rouler avec des sportives. Et la S1000 RR est équipée de jantes carbone. Oui, puisqu'on a le pack M intégral Donc dessus. le pack M intégral dessus. Et donc ça amène une moto qui est extrêmement vive pour la prise d'angle, mais qui... Alors on n'a plus l'effet gyroscopique. Ça veut dire qu'en fait, du fait qu'on réduit les masses non suspendues, et notamment au niveau des jantes, ce qui fait qu'en fait la R1 aura tendance, je vais dire pour une utilisation routière, elle a une bonne prise d'angle, mais en fait, on doit prendre moins de vitesse en fait pour redresser la moto. Tandis que la S1000 RR avec son pack M, plutôt avec ses jantes carbone, en fait le souci c'est que vraiment elle, en fait, on va devoir remettre de la vitesse pour redresser la moto. Donc si à un moment on est un petit peu trop franc sur la prise d'angle et qu'on n'a pas la bonne vitesse, le souci c'est qu'en fait on sent vraiment la moto qui tombe et oui, on doit tourner la poignée de gaz pour la redresser. Alors vraiment pour revenir sur cet essai, de nouveau c'est un essai fun, comme je vous dis, c'était le plaisir de rouler avec ces motos-là plus que pour le reste, on sait que il n'y aura pas beaucoup d'amateurs. Si je devais choisir entre l'une des deux motos pour rouler, je vais dire sur la route au quotidien et aller faire de la piste, j'avoue que mon choix a tendance à se tourner plus vers la S1000 RR que vers la R1. Par contre, pour une utilisation piste, je trouve que la R1 reste quand même une des motos qui reste mythique, à part le fait qu'elle surchauffe un peu la consommation, mais sinon au niveau piste, je pense que je choisirais autant la R1. Mais voilà, donc pour celui qui veut une sportive, S1000 RR, vous pouvez y aller sans souci. R1, c'est vraiment pour le côté où vous voulez vraiment... voilà, c'est une moto qui reste avec un... Et pour les personnes âgées, enfin les personnes âgées de mon âge qui ont envie de rouler journellement avec ce style de bécane, alors vraiment pour le peu que, imaginons qu'un jour dans un délire total, j'ai vraiment trop de place dans mon garage et que j'ai envie de m'acheter une sportive. Donc S1000 RR, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a plein de trucs comme le cruise control, les poignées chauffantes, la possibilité de mettre le GPS. Donc on va dire que c'est une moto qui pourrait être utilisée en daily, mais clairement en ville c'est une catastrophe, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez très rapidement mal aux épaules, vous avez mal aux genoux, ce sont des motos qui chauffent, ce sont des motos qui n'aiment pas rouler doucement, puisque la plupart du temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, la S1000 RR elle part au-dessus de 4000, la R1 elle chauffe vraiment très fort en ville. Jusque 6000, tu peux, si par exemple tu es dans un trop bas régime moteur et que tu es dans un rapport, je vais dire trop élevé, tu peux te permettre de tourner la poignée de gaz à fond. Que la R1, c'est vrai qu'elle est un petit poil plus brutale du fait du crossplane. Donc j'ai envie de dire, mais elle est tout à fait gérable, mais celle-là a tendance à être plus brutale que celle-là. Oui, tout à fait. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, ce sont des motos, par contre, au-delà de 80, 90 km/h, 90 km/h, là, dès le moment où vous avez là, en fait, le vent qui va venir pousser sur les épaules, vous allez vous reposer les bras et ça va être beaucoup plus agréable. Alors, dernière chose, c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours rouler avec un casque ou un jet ou un modulable. N'oubliez pas que sur ces motos, vous êtes vraiment vers l'avant. Donc, si vous mettez un casque avec une trop grosse base, où vous avez par exemple une visière fumée, vous allez être embêté. Vous allez toujours devoir rouler en extension comme ça parce que le casque va être trop épais. Donc si vous voulez rouler avec ce style de bécane, il faut rouler avec un casque fin.
Et c'est Allez. d'ailleurs pour ça qu'on demande de ne jamais mettre d'autocollant sur le dessus Exactement. de la visière parce qu'en sportif, vu la position, vu qu'on roule toujours avec le casque légèrement en hyperextension, et quand on veut prendre un petit peu, on regarde par le haut du casque et non pas par... voilà. Alors Donc juste voilà. pour le plaisir, Ouais, ça c'est vrai. La première. Allez, on va les démarrer crossplane. on reste sur des sons mythiques. Ça sent bon l'essence. Allez, on va se retrouver. Est-ce qu'on va faire de l'embarqué, Gilles? Est-ce qu'on va essayer de profiter du beau temps? On va équiper le sèche-linge Kundelic. On va C'est aller la moto voir. de Sarah. Oui, il y a Bijou qui est derrière, mais oui, parce que c'est la moto qui sert à pendre tous les équipements. Vous avez l'habitude. Hein. Bon allez, on va essayer. Allez, on essaye. Bon, tu prends laquelle? La bleue. Tu prends la bleue? Ok, je prends la grosse blanche. Ah, ah. Ciao, tout de suite. Bon bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, je me retrouve en plein centre de Bruxelles avec une hyper sportive qui n'est autre que la BMW S1000RR. Alors je vous avoue que nous avions déjà réalisé cette vidéo embarquée avec Oli, sauf que Oli m'a fait une petite blague de laisser la prise d'air de son casque grand ouvert. Ce qui veut dire que tout simplement, à part le bruit du vent, c'est tout ce que j'avais. Donc j'ai proposé à Oli de recommencer. Et j'ai décidé de mettre cette hyper sportive en situation puisque mon objectif dans ce test était tout simplement de voir si cette machine est encore capable de rouler au quotidien. Pourquoi? Parce que la critique est la suivante. C'est simplement que ce sont des machines soi-disant qui n'ont plus leur place sur la route parce qu'elles sont trop agressives, trop méchantes, trop puissantes. Et en fait, vous le voyez là, je suis derrière Sarah. Et en fait, je roule à 30 km/h et la moto ne bronche pas. Il n'y a pas de souci. Je vous avoue qu'en dehors de la position qui pourrait être désagréable en fonction du physique de la personne, donc en fonction si vous avez des problèmes de dos, des problèmes d'épaule comme ça actuellement, puisque je suis légèrement blessé de l'épaule, je vous avoue qu'en fait, cette machine est tout à fait capable de rouler et de respecter le code de la route. Tout dépend de la mentalité de son pilote. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des machines qui sont sur la route, vous prenez même une MT-07, qui n'est pas un foudre de guerre, même une 500 cm3, vous pouvez perdre votre permis sans souci. Ce n'est pas parce que vous avez une machine de 210 chevaux que ça veut dire que vous utiliserez les 210 chevaux. Alors, petite chose à vous expliquer, pourquoi est-ce que je vous dis que ce genre de machine est tout à fait capable de rouler sur la route de tous les jours. C'est du fait qu'aujourd'hui, les moteurs de ces hyper sportives, pour pouvoir aller chercher la puissance, on doit monter en régime moteur. Ça veut dire qu'on doit monter les régimes moteurs de plus en plus haut. Donc cette S1000RR va chercher sa puissance de 210 chevaux à 13 500 tours minute, ce qui est quand même énorme. Je vous rappelle que dans les années 2000, plutôt 2005-2006, les 600 cm3 allaient chercher ces régimes moteurs et c'était des moteurs qui étaient très creux à bas régime. Pourquoi? Parce que plus on va chercher le régime haut, la puissance dans les hauts tours minutes, plus le couple arrive tard, donc le couple maximum. Et c'est le cas avec cette S1000RR, c'est que tout simplement le couple maximum de 11 mètres kg, pour un petit peu plus, c'est entre 11 et 12 mètres kg, n'est disponible qu'à partir de 11 000 tours minutes. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans les bas régimes, vous avez une moto qui est facile, on peut le dire. Je vous avoue que j'ai vraiment aucune contrainte pour respecter le code de la route avec cette machine, même si elle est puissante, même si elle est capable de rouler à plus de 300 km/h. Voilà. Alors, juste petite parenthèse, il faut savoir que chez BMW, cette machine est encore disponible en version 100 chevaux. Contrairement à, ses cousines, donc que ce soit la M1000R ou la M1000RR qui, elles, ne sont pas disponibles en version 100 chevaux. Cette S1000RR, vous pouvez encore l'acheter en Belgique
avec des papiers 100 chevaux, ce qui vous permettra d'économiser pas mal d'argent en termes de taxes de mise en circulation. Donc j'ai envie de dire qu'en dehors du fait de débourser les 20 000, un peu plus de 20 000 euros pour cette machine, pour pouvoir rouler avec sur la route, en dehors des options, puisqu'ici nous avons tous les packs M qui sont dessus, les jantes en carbone, on a tout un kit d'accessoires qui est disponible dessus. Bref, cette moto est tout à fait capable de rouler dans la circulation de tous les jours, en dehors de sa position. Au niveau de la consommation, on a une consommation, moi, qui est descendue, je pense, dans les 6,6 litres, qui est encore largement raisonnable. Donc, j'ai envie de dire oui. Petites options chez BMW, c'est que tout simplement, vous avez la possibilité d'afficher le GPS sur le tableau de bord, chose très importante, très intéressante, ce qui vous évitera... tu peux continuer, Sarah, tu peux continuer encore un peu. On dépassera un peu plus loin s'il faut. Excusez-moi, je continue de lui donner des infos. Voilà. Alors, on va essayer de se ranger. Voilà. Alors, m'en veillez pas, vous voyez qu'on le fait en live, hein. C'est pas du prémonté ou autre, je suis en plein centre-ville. Et voilà. Ouais, t'inquiète. Merci Sarah de me donner les infos de freiner. Parce que c'est vrai que moi je suis fort proche de Sarah pour filmer. Et donc voilà. Donc, comme je vous le disais, donc les gros avantages, c'est que vous pouvez, via l'application BMW Motorrad, vous pouvez vous connecter à la moto, afficher le GPS, gérer votre musique, tout comme sur une RT ou comme sur une GS. C'est exactement le même tableau de bord, le même système de connectivité que vous retrouverez dessus. Vous avez en option les poignées chauffantes, ce qui est plutôt rare pour une hyper sportive. Vous avez un cruise control qui fonctionne à partir de 30 km/h. Donc vous pouvez, peu importe le rapport engagé, vous pouvez rouler à 30 km/h avec le cruise control. Très intéressant pour ceux qui effectivement seraient un petit peu, sensibles au niveau de la poignée de gaz. Mais je vous avoue que tous les modes moteurs qui équipent cette moto, donc il y a un mode Rain, il y a un mode Road, il y a un mode dynamique, un mode Race, plus 3 modes personnalisables. Il y a Race Pro 1, Race Pro 2 et Race Pro 3. Qui sont des modes complètement personnalisables qui vous permettront bien sûr d'aller sur circuit. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous fais pas de vidéo sur circuit? Pourquoi est-ce que je ne vous en parle pas? Parce que dans le team Ville Belge, au final, on roule sur la route de tous les jours. Nos essais, ce sont des essais routiers. C'était le but de mon essai sur cette hyper sportive, c'était de vous montrer, voilà, ici actuellement dans le tunnel, c'est 70. Vous voyez que je suis baba cool, je suis à 65 km/h exactement derrière Sarah. Et je vous parle comme si de rien n'était. Je regarde devant moi, je regarde devant Sarah pour éviter forcément les accidents. Mais vous voyez que je tiens ma vitesse avec une aisance simple. Voilà, je ne suis pas compliqué, la moto ne me fatigue pas, la position est pas forcément agréable parce que c'est une sportive. Mais c'est pour moi une sportive, c'est des essais que j'ai réalisés actuellement, c'est une sportive que je verrai bien dans mon garage pour moi rouler aussi bien au quotidien que d'aller sur circuit. Voilà, je voudrais juste terminer une dernière parenthèse sur cette moto, et même sur la plupart des hyper sportives aujourd'hui, c'est que étant un possesseur de CBR 1000RR de 2009, je vous avoue que les anciens moteurs avaient un couple maximum disponible dans les 8500 tours minute, et je vous avoue que là, les motos arrachaient beaucoup plus que celle-ci dans les bas régimes. Celle-ci, il faut vraiment monter dans les hauts régimes. Il faut vraiment dire d'aller chercher la puissance. Et c'est ça au final qui les rend de nouveau, j'ai envie de dire, compatibles sur la route. Donc si vous voulez vous acheter une sportive, n'hésitez pas à la faire ses preuves. Bon, sur ce, nous on vous laisse et on vous dit à bientôt. Salut les amis. Non, t'inquiète pas, je ne te dépasse pas, je reste derrière toi. Je vais rester sage. Oui, c'est exactement la même route que pour aller chez BM. Ah. Voilà. Bon, et fais pas trop de bêtises. Hein. Bon voilà les amis, seconde partie. Je suis de retour à Bruxelles. J'ai changé de monture. Cette fois-ci, je suis passé sur la R1. Alors, Yamaha R1. Bon, il n'y a plus vraiment... faut plus vraiment la décrire puisque la R1 reste quand même une moto mythique chez Yamaha,
puisque c'est une moto qui est issue très clairement du MotoGP. Son moteur Crossplane n'a plus rien à prouver. D'ailleurs, on va dire que... alors c'est pas qu'il n'y a plus d'évolution, mais c'est vrai que cette moto est restée sur, je vais dire, des chiffres bien connus, 200 chevaux pour 200 kg. Seulement à partir de 2021, suite au changement de normes avec les normes Euro 5, où la moto a pris 1 kg et donc n'est plus sous la barre des 1,1. Donc 200 chevaux pour 200 kg, on est sur 201 kg. Je sais, ça paraît complètement ridicule. Alors par contre, petite différence, puisqu'on reste dans le comparo entre la S1000RR et la R1. Et je vous avoue que la R1, pour rouler au quotidien, est un peu plus difficile. En tout cas, les chemins de campagne, il n'y a pas de problème. Alors quand je parle des chemins de campagne, je parle des chemins où ça virole pas mal. Les autoroutes, il n'y a pas de souci. Par contre, le centre-ville, c'est un exercice que le Crossplane déteste. Alors pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui est beaucoup plus nerveux sur les bas régimes. Ce qui veut dire qu'en dessous de 3000 tours, la moto broute un petit peu. Donc là tout de suite, juste en lâchant l'embrayage, j'ai quasiment 17 km/h de vitesse, juste en lâchant l'embrayage. La première étant tellement longue sur ce moteur que tout simplement pour rouler et faire 30 km/h c'est assez compliqué. Et puis on a ce moteur qui est bien énervé, même si ici il y a exactement 4 modes. Il y a un mode A, B, C et D. Et il y a 4 modes de puissance. Alors quand je dis 4 modes de puissance, c'est 4 modes de réactivité à la poignée de gaz. Alors là, je suis toujours derrière Sarah, qui m'accompagne sur la route pour aller ramener cette moto et qui me filme, bien sûr. Donc ici, j'ai envie de dire, on est plus sur quelque chose qui est vraiment typé sur circuit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette R1 en version de base qui coûte aussi entre 20 et 21 000 euros. On retrouve une suspension complètement mécanique, on retrouve un tableau de bord assez minimaliste, avec ce qu'il faut comme information. Il n'y a pas de jauge à essence, donc en fait vous avez simplement un témoin de réserve qui s'affiche au moment où vous allez arriver sur la réserve, donc à vous de calculer le nombre de kilomètres que vous allez faire et en fonction de la consommation de la machine. Consommation qui, de manière assez étonnante, j'avoue, après avoir fait l'essai de la MT10, pourtant en 2022, j'avoue que la MT10, j'avais eu du mal à descendre en dessous des 7 litres au 100. Ici, je vais dire avec une consommation mixte, j'arrive à 6 litres 1, entre 6 litres 1 et 6 litres 6 sur ces quelques jours où nous avons roulé avec cette moto. J'étais assez étonné, donc ça veut dire que vous voyez, j'ai vraiment roulé raisonnablement. Alors par exemple ici à 50 km/h, il n'y a vraiment pas de souci, là elle se sent encore à l'aise, mais j'avoue que les zones 30 à Bruxelles, là elle déguste et la température monte. Alors petite différence notable, c'est que entre la S1000RR et cette R1, c'est que cette R1 a une position beaucoup plus sur l'avant. On est vraiment posé sur les avant-bras, on a la tête en hyper extension vers le haut, on a le buste qui est beaucoup plus allongé, malgré que la position assise en elle-même, on a une moto qui est assez courte par rapport à d'anciennes hyper sportives, et je vous avoue sans vous mentir que si je devais choisir entre la S1000RR que nous avons eue et cette R1 pour rouler en centre-ville, la S1000RR se prête plus, je vais dire, à ce type de comment on va dire, à ce type de moyen de transport, on peut dire comme ça. Bref, pour une moto qui peut servir au quotidien et en même temps pour aller sur circuit, je préférerais une S1000RR. Par contre, pour aller rouler sur circuit, j'avoue que cette R1 donne envie. Pourquoi ? Parce qu'on sent que le châssis est un peu plus rigide, le moteur a un comportement assez linéaire, mais assez, assez prévenant. Ça veut dire que tout simplement, même si la moto fait 200 chevaux, même si elle a du couple, quand on tourne la poignée des gaz, on peut y aller. Les assistances électroniques sont là, mais je vais dire, elle n'est pas brutale, elle est hyper linéaire, donc c'est un petit peu le côté Honda. Alors je sais que c'est le comble pour dire d'une Yamaha que c'est une Honda, mais c'est un peu comme chez Honda, ça veut dire qu'au moment où on tourne la poignée de gaz, on sent que ce moteur craque, mais on ne se fait pas surprendre. J'avoue que la S1000RR, une fois que
elle commence à tracter d'un coup. Donc on a un petit peu ce coup de pied au cul qui arrive. Et en dessous elle est assez creuse, tandis qu'ici on a vraiment un moteur qui est linéaire du début à la fin. Donc on sait à quoi s'attendre. Bien sûr, cette moto est toujours équipée de toutes les assistances possibles, que ce soit le fameux IMU, qui est la centrale inertielle pour le freinage sur l'angle. Je vous passe tous les détails, les différents modes d'ABS, tout ce qui s'ensuit. Bref, on reste quand même sur une bête de course, mais j'ai envie de dire une bête de course un peu plus épurée que la S1000RR, qui est beaucoup plus complète, avec son tableau de bord, bien sûr, avec affichage du GPS, des choses ainsi. Donc voilà. Pour conclure de ces deux essais, je pense que voilà, pour une utilisation au quotidien S1000RR, pour une utilisation piste, j'aurais tendance à me tourner plus vers la R1, même si, comme je le dis, la position est un petit poil plus fatigante sur la R1, mais reste terriblement efficace, terriblement sobre, simple, et puis la sonorité qui est un véritable plaisir. Bon les amis, sur ce, nous allons vous laisser sur ces quelques mots et nous allons ramener cette magnifique machine, bien sûr. Alors je vois que Sarah me fait signe, donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un pouce. Bien sûr, si vous avez des questions et des commentaires, de nous les laisser, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon allez, et bien sûr partagez les vidéos. Oui, il y a Sarah qui m'en fait. Bon allez, pour ça moi je vous laisse.